Bonjour, voilà, j'attire votre attention sur cette jolie photo qui me plaît beaucoup d'un cinéma qui s'appelle le Lexi à Londres avec ce lettrage sur la façade qui dit Love me, I am a cinema. Donc merci beaucoup à Béton Salon et à Midi 2 pour cette invitation à intervenir en lien avec le titre de l'exposition qui nous entoure, Temple of Love. Alors, en guise de préambule, on pourrait souligner que, surtout à l'époque la plus extravagante de son architecture, le cinéma a pu emprunter à l'architecture des temples, des colonnes, des faux marbres, mais aussi, comme dans le cas du cinéma La Pagode, des éléments d'architecture bouddhiste. Voilà le petit jardin intérieur. Cinéma qui a été construit en 1896 et qui est en cours de rénovation en ce moment. Le cinéma, c'est aussi, dans sa pratique, en salle, une activité qui est soumise à certains rituels, une certaine temporalité, l'achat d'un billet, surtout le fait de se retrouver avec des amis, d'être ou pas silencieux, de s'asseoir sur un siège en faux velours rouge. Et donc, c'est un peu de ça que je vais vous parler aujourd'hui, c'est-à-dire de certains des aspects de cette pratique qui participent de notre amour du cinéma. Du coup, je mets carte sur table. La définition du cinéma que j'utilise, c'est une définition que beaucoup de gens décriraient de nos jours comme extrêmement passéiste. Alors je m'explique. Depuis l'émergence du numérique, on le sait, les images en mouvement se sont disséminées sur toutes sortes de plateformes. On peut de nos jours donc voir des images de films sur toutes sortes d'écrans, de toute taille, des écrans qui sont portables ou non. On peut les regarder dans le métro, comme on peut les regarder chez soi sur son ordinateur. On peut également les regarder dans des endroits publics qui, au départ, n'étaient pas prévus pour des projections d'images de films, comme la galerie ou le musée. Voilà par exemple une vue de l'installation de George Didi Upperman, Nouvelle histoire de fantôme, qui a été montrée en 2014 au Palais de Tokyo. Alors comme vous le voyez, c'est très enthousiasmant, on peut être très innovant avec les nouveaux modes de projection des images. Ici projetés des extraits qui étaient projetés sur le sol, et donc les visiteurs pouvaient marcher sur les images pendant qu'elles se déroulaient. Et on comprend donc bien l'enthousiasme notamment de certains spécialistes des médias et des historiens de l'art à l'époque où cette dissémination des images commençait à être possible. Et je pense par exemple à l'expression de l'historienne du cinéma et de la spécialiste de l'art du vidéo, Kathleen Fowler, qui s'exclame dans un article devenu classique « Le cinéma s'est enfin libéré des griffes du projecteur ». Alors effectivement, c'est une image d'un cinéma qui s'émancipe grâce au numérique protéiforme qu'on retrouve un peu partout, notamment dans les écrits des historiens de l'art. Et je voudrais citer quelques lignes d'un ouvrage qui est tout à fait emblématique de ce type d'approche, un ouvrage qui s'appelle « Oui, c'est du cinéma », qui est sorti en 2010, donc on est effectivement dans l'enthousiasme pour ce type d'utilisation des images en mouvement. Et je cite donc la 4e de couverture. Oui, c'est du cinéma hors la salle, hors les murs, hors le dispositif. La pellicule n'est plus le critère, ni la salle, ni l'écran unique, ni la projection, ni même les spectateurs. Oui, c'est du cinéma au milieu, du cinéma hors la loi, du cinéma sauvage, déréglé, proliférant. Ce qui m'intéresse dans cette déclaration, comme je le disais, un peu enthousiaste, ce sont deux éléments en particulier. Le fait qu'on nous signale que le fait d'avoir une audience collective, un public collectif, ne fait plus partie des critères qui permettent de définir le cinéma. Et d'autre part, le fait que le cinéma échappe à la loi. Alors la loi de la salle, la loi de ses temporalités, les temporalités de la projection en salle, des rituels qui accompagnent le fait d'aller voir un cinéma dans une salle de cinéma. D'un côté, c'est une proposition qui est extrêmement séduisante, et d'un autre côté, c'est une proposition qu'on peut inverser assez facilement, parce que finalement, le fait de décrire le cinéma ainsi, de réapproprier le cinéma dans cette histoire de l'image beaucoup plus globale, c'est aussi une manière de réinscrire le cinéma dans l'ordre de l'image, de l'histoire de l'image plus générale, une histoire de l'image qui est prise
prise en charge, je dirais, par les historiens de l'art. C'est aussi une manière de faire entrer dans l'ordre le cinéma dans l'ordre d'une stratégie très générale de consommation des images qui tend de plus en plus de nos jours à nous diriger vers des modes de consommation individuels, hein, à chacun son écran, à chacun son temps de visionnage, à chacun son parcours personnel, à la galerie ou au musée. Il y a un argument par ailleurs téléologique ou archéologique qu'on peut apporter pour soutenir ce discours-là. C'est l'argument bien connu, classique maintenant, qui consiste à rappeler qu'au début du cinéma, il n'y avait pas un seul régime de visionnage, il y en avait plusieurs, et que à côté de la projection classique en public sur grand écran proposée par les frères Lumière, il y avait aussi le mode de visionnage Edison, le kinétoscope par exemple, où on regardait des petits films dans une boîte individuellement. Donc d'une certaine manière, on pourrait dans cette vision-là, être d'accord avec, par exemple, le spécialiste des médias Francesco Cassetti, quand il nous dit, finalement, le cinéma a toujours été voué, depuis ses débuts, à être à un moment ou à un autre, comme il le dit, relocated, transféré sur d'autres plateformes, sur d'autres modes de visionnage individuels. Et finalement, dans cette vision, si vous voulez, dans ce récit sur l'image en mouvement, on pourrait également être d'accord avec le spécialiste de la littérature et du cinéma, Gabriele Pedula, quand il nous dit, et je le cite, hein, l'expression est de lui, finalement, la projection en salle n'a été dans l'histoire des images en mouvement qu'une brève parenthèse. Et cette parenthèse, nous dit-il, une parenthèse à laquelle nous pouvons maintenant penser de manière nostalgique, cette parenthèse, elle est bel et bien fermée. Alors, les arguments que je viens de vous présenter sont des arguments qui sont bien connus, sont presque des poncifs maintenant, et les contre-arguments sont également bien connus. Ce sont ceux qu'ont avancé des spécialistes du cinéma comme Jacques Aumont ou Raymond Bellour, hein, qui ont souligné que l'expérience en salle, la projection sur grand écran reste une expérience unique, que ça n'est que sur un grand écran qu'on peut, par exemple, transformer un visage en paysage, que ça n'est que par la projection sur grand écran qu'on offre à l'œil du spectateur une possibilité de se perdre dans l'image, que c'est également une temporalité particulière à laquelle on se plie. Le visionnage à la maison, c'est forcément un visionnage fragmenté. Dans la galerie, au musée, de même, c'est un visionnage qui peut être distrait, individuel, alors qu'au cinéma, le spectateur finalement signe un contrat selon lequel il va engager son attention pleinement pendant 1h30 ou plus, au lieu de faire du multitasking. Alors, ce que je voudrais souligner, moi, dans la deuxième partie de ma petite présentation, c'est l'aspect collectif, du regard collectif. Alors, vous vous souvenez probablement que dans son célèbre texte sur l'art et la reproduction mécanique, Walter Benjamin souligne que l'un des aspects clés du cinéma, c'est le fait qu'il s'agit d'un art des masses. Alors, un art des masses pour plusieurs raisons. D'abord parce que nous souligne Walter Benjamin, au cinéma, l'acteur professionnel n'est pas nécessaire. Alors bien sûr, les stars et les professionnels ont envahi les écrans, mais l'homme ordinaire peut tout à fait être filmé et tout à fait apparaître à l'écran au même titre. Et donc, nous dit Walter Benjamin, si les foules anonymes se massent dans les cinémas, c'est aussi parce que, d'une part, elles peuvent espérer se voir, se reconnaître à l'écran, mais aussi, nous dit-il, parce que le fait d'aller au cinéma offre un contrepoint à la vie moderne, à un monde industriel qui est finalement extrêmement morcelé, fragmenté, plutôt brutal dans son traitement de l'individu. Et, souligne Benjamin, il n'y a rien de mieux comme contrepoint à cette expérience moderne-là qu'un rire collectif tel que celui dont on peut faire l'expérience dans une salle de cinéma. Benjamin n'invente rien, évidemment. Le cinéma, effectivement, a attiré les foules dès ses débuts. C'est l'historien du cinéma Ian Burroughs qui s'intéresse notamment aux archives de la police de Londres et qui signale à quel point c'est un phénomène, hein, le phénomène de la foule, de la masse attirée par un cinéma, qui préoccupe les autorités.
à la fois la police, les autorités religieuses vont très vite s'intéresser à ce phénomène et se préoccuper de l'impact à la fois moral et politique du contenu des films, mais aussi s'intéresser au fait qu'une foule se rassemble. Et Burroughs, par exemple, observe que la police fait de fréquentes visites dans les cinémas qui se trouvent dans des quartiers populaires comme Whitechapel, où vous avez notamment des fortes concentrations de populations immigrantes. Alors c'est intéressant, c'est quelque chose qu'on peut garder en mémoire même de nos jours, alors que nous sommes tous la cible de discours qui nous enjoignent à nous munir des équipements dernier cri qui nous permettent d'avoir une expérience du home cinéma, donc d'avoir l'expérience du cinéma à la maison, seul ou en tout petit groupe. Ce que je voudrais encore dire sur l'art des masses, c'est que, évidemment, je me rends bien compte qu'au XXIe siècle, notre expérience du cinéma a fortement changé par rapport à celle des débuts du siècle ou même de l'époque où écrit Walter Benjamin. De nos jours, les billets d'entrée ne sont plus abordables pour tous, même si, du point de vue du coût, du point de vue aussi du contexte culturel, le cinéma reste probablement l'un des spectacles collectifs qui reste abordable de manière plus large que d'autres phénomènes culturels. Alors, vous me direz peut-être que, grâce aux innovations numériques, les deux expériences, individuelles et collectives, peuvent être réconciliées. Alors voilà une proposition que nous font par exemple les grands distributeurs comme Paramount, qui maintenant sont en train de mettre en place des nouvelles applications qui offrent aux consommateurs la possibilité d'une expérience de cinéma en réalité virtuelle. L'idée étant que grâce à l'application, vous allez non seulement dans un cinéma virtuel, mais vous avez également accès aux bandes annonces et vous pouvez même discuter avec le spectateur avatar qui est co-présent avec vous dans l'espace virtuel. Alors, ces nouvelles innovations m'ont remis en mémoire des textes et des interventions de la théoricienne de la culture Judith Butler, qui parle de l'assemblée, du rassemblement de corps et qui explique que c'est à la fois un moyen de se réapproprier un espace public ou de transformer un espace en espace public, mais aussi dans l'assemblée des corps, un moyen de réincorporer l'individu dans le groupe. Et nous dit-elle, ce qui est important, ce n'est pas seulement l'espace occupé par l'individu, c'est aussi l'espace entre les corps, un espace entre les corps qui est investi de sens par le fait qu'on se rassemble volontairement avec un objectif partagé. Alors, il faut être honnête, Butler ne parle absolument pas de cinéma, elle parle d'autres formes de rassemblement, et notamment de rassemblements qui sont liés à la protestation politique, mais je trouve dans sa réflexion, comme dans celle de l'historien du cinéma Julian Hannish, qui s'intéresse au regarder ensemble et au fait de l'émotion partagée, je trouve qu'il y a des pistes pour envisager la raison pour laquelle c'est encore valable de nos jours d'aller au cinéma, d'aller voir un film en salle. Et donc, je voudrais conclure en disant qu'à une époque où finalement les homo-consommateurs que nous sommes, les consommateurs d'images, sont vraiment la cible de stratégies visant à nous encourager à des pratiques individuelles de la consommation d'images, le cinéma reste une expérience précieuse en ce qu'elle est collective et partagée. Merci.